Et Your Last. Yes, My Last, que j'ai chopé aujourd'hui en plus. En gros, c'est une personne qui parle du fait justement de comment ça se passe en fait pour discuter une fois que tu fais ransomware avec du coup les groupes de ransomware et en fait il compare ça un petit peu au fait que quand tu as une prise d'otage, tu parles en fait à une personne qui est du coup le preneur d'otage. Donc il parle du cas de César Palace avec du coup les 15 millions de dollars, où ils ont versé 15 millions de dollars parce qu'ils avaient tellement de pertes par jour, enfin même par heure, tu vois, ou par minute, que c'était juste pas possible. Ouais. Donc ils ont juste payé. Et en fait, du coup, du fait que c'est ils traitent vraiment des situations qui sont genre tellement extrêmes et que c'est en fait des mecs qui peuvent bosser pour des trucs genre du kidnapping, ils peuvent aussi ils bossent aussi sur des trucs de négociation avec des groupes de ransomware. Globalement, la recommandation TLDR de l'article, c'est jamais répondre aux cybercriminels, jamais répondre aux groupes de ransomware parce que tu payes une fois, t'es la vache à lait, ils vont te déglinguer exactement. 2, 3, 4 fois, ils savent, ils se rendent compte. Enfin, Ouais. Après, bon, il y a des situations, si tu sais que si tu payes pas et que tu reprends pas vite le business, tu sais que t'as coulé dans un mois ou dans 2 semaines, ben, c'est une alternative nulle, mais si c'est ta seule viable, mais bon, ça nuit aussi un peu au reste de l'écosystème parce que derrière, les gens voient que c'est un business viable, quoi. Exactement. On en parle de Jean-Michel affilié Lapsus qui s'est fait toper pour les images de GTA 6. Ah oui, ouais, j'ai vu, ouais. J'ai pas assez le contexte, j'ai pas fact-checké. Juste que Non, apparemment, en plus, le problème, c'est que c'est en mode GTA 6, du coup, t'as tout le monde qui est en mode, ouah, c'est un petit crack, 18 ans, machin et tout, en plus son âge, tu vois. Du coup, il y a eu beaucoup de. Le média qui sont en mode, ouah, le petit hacker trop fort et tout, tu vois. Et du coup, c'est dur d'avoir vraiment les infos importantes, je trouve. Il y a un gars qui m'avait ping il y a genre 2 mois pour de l'aide pour faire fonctionner un truc. Je lui dis pourquoi pas, je t'aide et en gros ça avait été... Peut-être t'as envie de donner ce temps de service mais c'était un peu la croix et la bannière quand même. Et là il est revenu en mode 2 mois plus tard. Oh t'as vu, trop cool pour GTA 6, il y a un mec qui les a défoncés. T'es en mode... Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Oui. Mais une fois de plus, tu vois, on est biaisé. GTA 6, on n'est pas content qu'ils les aient défoncés. C'est quand même marrant de voir ça sortir. C'est vite fait drôle pour nous, mais VM Protect. Oui, mais c'est genre, oui, c'est pareil. C'est pareil. Ouais, c'est quand on va, ouais, de ouf. Oserais-je invoquer Burp Burp, dont tout le monde a dès son Day One une licence officielle, évidemment. On enchaîne sur un petit truc qui n'est pas du hack mais qui peut être sympa, un système que j'ai trouvé qui permet de faire pour les 3 OS en théorie un système de rebindings de touches, et là où j'ai trouvé ça sympa, est-ce qu'ils mettent les features quelque part? Oh, des claviers, ouais. Utility App peut-être? Est-ce qu'ils disent? Non. Ah si, oui, c'est web que je veux montrer. Ah oui. C'est vraiment sympa parce qu'il y a moyen de se faire son système de bindings à la volée, il y a moyen de faire des profils, il y a moyen vraiment de faire des systèmes de composition de clés si votre clavier le supporte, surtout si la partie USB le supporte. Et du coup, vous pouvez avoir un système où, moyennant vos shortcuts, vous allez d'un coup faire un certain nombre de touches. Ça se fait de plein de technos différentes, mais avoir une graphique visuelle. En fait, j'ai ressorti ce jeu parce que mon meilleur pote m'a dit je cherche quelque chose pour faire du theory crafting et optimiser, que ce soit dans Dota 2, que ce soit dans Power of PoE, ouais. Enfin, tout un tas de jeux. Comment je peux faire pour vraiment fine-tune et voir, suivant les différents layers sur les différents modifiers keys, ce que je manipule et qu'est-ce que ça peut faire. Et voilà, je suis tombé sur une vidéo de Trackmania d'un gars qui a full remappé son clavier pour que chaque, tu sais, genre, la flèche de droite. Si tu fais ton Trackmania en ZQS, est-ce que j'ai le droit de zoomer? Je n'ai pas le droit de zoomer. Ah, c'est un peu cassé. ZQSD, c'est responsive. Ça veut pas que je le casse. ZQSD, et du coup, tu peux aussi avoir A et E qui vont te faire un virage droite ou gauche, mais avec un certain pourcentage qui correspond à appuyer, lâcher très vite pour avoir exactement ton sweet spot pour avoir le gain de vitesse dans les virages. Enfin voilà, du fine-tune. C'est de la bidouille. Et avoir un logiciel joli qui fait ça, moi j'aime bien. C'est cool, j'avoue. J'aime bien. On l'avait un petit peu teasé semaine dernière, release de Listen, donc c'est parti un peu de l'actu, si vous faire du voice to text en très facile et pouvoir derrière lire votre veille techno. J'en ai fait une partie avec ça.
Ah ouais. Ouais, Moi, en plus, cet après-midi, je me suis dit, faut que j'en retrouve parce que je voulais justement faire le POC et l'utiliser. Donc, ça marche. je le ferai demain. To be honest, je sais pas si ça vaut le coup point de vue thune. Pour l'instant, c'est encore, à mon sens, un peu cher par rapport à je l'ai lu, ou j'ai utilisé un truc, voilà. Mais, ouais, écoute, ça existe, c'est un POC, c'est là pour ça. Ouais. En tout cas, ça marche. Par contre, clairement, de l'anglais, c'est nice. Du français, c'est un peu cringe, you know. Ok. Donc, mais bon, ça fonctionne. Oui, donc cet article qui enchaîne pour dire que Mozilla a adopté les Trusted Types, qui est un système de protection anti-XSS avec auto-sanitized input, ou en tout cas auto-marquage d'input en tant que trusté ou non trusté. Pour être honnête, je n'ai pas assez pu m'intéresser au fonctionnement de Trusted Type. Je pense que, vu comment c'est en train de monter en puissance, avoir le coup de creuser, voire d'inviter une personne chaude sur le sujet pour venir nous apprendre la vie, en fait, c'est cool d'apprendre les autres aussi. Mais Google, ils sont depuis longtemps, Firefox est en train de l'adopter, ils ont expliqué que y a déjà un certain pourcent. Est-ce que je peux grep pourcent ? Ouais, qu'il y a à peu près... Alors, XSS faisait 30% des programmes, donc ça les a saoulés. Et voilà, Trusted Type is present and enforced sur 10% des sites web visités par Chrome. Okay. L'adoption commence à être là. Si Google et Mozilla l'ont adopté, c'est que clairement, il y a des raisons, parce qu'ils ont des ingénieurs qui sont normalement plus percutants que vous et moi pour le moment. Et même si on est là, on arrive, hein. Et donc voilà, je trouve ça chouette de pouvoir un petit peu regarder comment ça évolue et essayer de pas avoir trop de retard face à toutes les mitigations qui arrivent. Parce que ça, clairement, et si c'est en train de killer les XSS sur Google, ça va en tuer à plus d'endroits. Ouais. Donc si vous pouvez ne pas avoir trop de retard. Yes, Endo, Pass of Exile, merci. QMK, compatible toute puce, c'est par la poste, I guess. Et je sais pas. Je comprends pas la question, désolé. Je sais pas si tu l'as. Non, ça doit être un détail. En fait, je l'ai lu tout à l'heure et je sais pas de quoi ça parlait. Ouais, je sais pas. Sorry. Mais du coup, c'est qu'on a sûrement pas une réponse pertinente à apporter, donc l'un dans l'autre. Oui. C'est pas mal. Petit tool, de la Recon DNS, des outils, il y en a plein, et souvent ce qui se démarque, c'est soit ils sont très rapides, soit ils vont faire des permutations et des fuzzing relativement bien faites pour trouver ce qui nous intéresse, soit ils ont une base de signature vraiment fine-tune pour trouver ce qu'il faut, soit ils ont un average de tout ça pour sortir des résultats décents, sans se faire ban des résolveurs, en ayant les bons mots-clés. Il y en a, c'est leur force, c'est leur word list ou leurs algos de permutation. Celui-là, pour moi, sa force, c'est deux choses. C'est en effet, enfin trois. La vitesse est OK. La base de signature pour tout ce qui peut se faire takeover et les issues qui ont été ouvertes pour savoir un peu vers quoi ça pointe sont présentes. Donc voilà, c'est vraiment une bonne DB de ce qui peut se faire trouver. Et surtout, il y a la possibilité de plug vos creds, donc soit temporaire, soit read-only, soit ce que vous voulez. Faites gaffe à ce que vous installez quand même ces outils de sécu. Là, on voit qu'il y a 20 contributeurs, donc soit il y a 20 pourris, soit si les profils sont variés, on peut se dire que normalement ils font de la review, machin. En tout cas, mettez pas des clés master de compte, obviously. Et toujours est-il, avec ça, on peut demander de dump l'intégralité de notre surface d'attaque, côté route 53 ou équivalent. On peut avoir, il me semble, qui gère d'autres cloud provider, peut-être pas. Oui, il gère du domaine. Ah si, voilà. Provider, AWS, Azure, Bind, Cloudflare, DigitalOcean, GoDaddy, Firewall, Cloud Project, Discovery, Security Trails, Single Zone Transfer. Donc c'est énorme et le zone transfer fonctionne normalement peu importe ce que vous utilisez, c'est juste je te donne le droit de copier tout ce que j'ai dans ma zone, donc c'est censé être un peu cloud provider agnostique, on va dire. Et une fois que vous avez l'intégralité de tout ça, vous pouvez les tester pour des takeovers. C'est un truc maintenu par la communauté open source. Si vous deviez réimplem tout ça, vous pleureriez du sang. J'en ai commencé à faire les frais parce que les solutions que je trouvais me convenaient pas. Au final, maintenant, je fais un système qui utilise différents outils et une partie de ça. Enfin, non, c'est-à-dire que j'utilise pas ça. Ça, je le run à la main pour voir si on n'a pas laissé passer des trucs. Mais en tout cas, c'est relativement efficace comme outil, assez bien foutu. Si je voulais quand même retourner sur celui-là. Il y a la liste, voilà, la liste des signatures.
Gestion de takeover de CNAME, de tout un tas de CRM, de takeover de namespace. Et concrètement, chaque type de détection, c'est jamais que un petit fichier relativement unitaire qui dit qu'est-ce qu'on teste et Oui. comment on décide que c'est vulnérable ou non. Donc en vrai, c'est chouette. C'est chouette d'avoir un truc très évolutif, très facile à fine-tune pour faire quelque chose de bien. Donc voilà, that's nice. Ah, il y a un système de confidence aussi. Vous pouvez savoir si vraiment c'est vul ou s'il y a une chance que ce soit vul. Oh, framework, trop bien. Ouais, bah, je connaissais pas. Ok. Je connaissais pas et je sais pas trop ce que ça vaut. Mais en fait, vous voyez le GIF comme nous. Le concept, c'est qu'il y a moyen d'avoir son laptop et de faire du hot swap de toutes les pièces. Yep. Mais ce qui vous intéresse en termes de carte réseau, en termes de pad, en termes de dalle, je sais pas, en termes de batterie et j'en passe. Ça m'a beaucoup fait penser. Est-ce que tu connais le projet ARA? Non. Ok, bah tu vois la tronche des petits prises sur le côté que tu peux rajouter. Ouais, tout à fait. Ouais. Project ARA Droid. C'est un projet qui a pris un certain temps dans la tronche, mais l'idée c'était ça. C'est ta petite bloc avec tous les périphériques que tu veux, que tu vas soit magnet, soit piner dessus. Y compris l'écran, tu peux avoir un écran juste noir-blanc, un écran UHD 4K si tu veux, tu peux avoir un appareil photo de merde ou un appareil photo pro, une batterie petite ou une batterie qui va faire 4 fois la taille du téléphone. Et donc l'idée est nice, le concept est nice, les puces, tu vois, ça a vraiment pris le même type de système que ce qui a été prototypé pour la partie PC. Ok. Donc voilà, c'est un truc qui avance, c'est quand même le second prototype qu'ils font. Honnêtement, je sais pas si ça verra le jour un jour, parce qu'ils galèrent, ils avancent et bon voilà, les derniers articles datent de 2016, donc je pense que c'est chaud, si pas déjà mort. Mais le concept me régalait et voir il y a quelques jours qu'en fait ça existe déjà mais pour PC. J'ai encore perdu mes indices. Oui, c'est là. Voilà. Et du coup ça t'as déjà utilisé ou vu des gens qui utilisent? Ouais, bah en gros, il y a les vidéos de Linus Tech Tip, grosse chaîne canadienne là. Ils ont fait 2 vidéos, je crois, avec Framework. Et en gros, ils disent que globalement, c'est très très cool parce que quand t'es sur actuellement que des laptops ou si tu veux démonter des trucs, vas-y, c'est galère. Il est absolument pas évolutif, tu vois. Donc là, en fait, t'as vraiment moyen de faire un laptop qui est beaucoup plus customisable et en plus qui est évolutif, tu vois. Tu veux changer, je sais pas, ton top, je sais pas, etc. qui est mort, c'est facile, toi t'as une pièce qui est cassée, tu la rachètes, bam. Et globalement, non, très très cool. Alors après, je crois que du coup, le prix est un peu plus cher, on va dire, que pour des PC, on va dire, normaux, tu vois, en termes de perf, en termes de spec. Ah, tu payes la R&D, tu payes la miniaturisation des composants malgré les connecteurs, tu payes... Exact. Et on n'a rien sans rien. En tout cas, ouais, je serais curieux s'il y a des gens dans les viewers qui ont pu jouer avec IRL. Faites-nous un rétex, je suis curieux et je trouve ça vraiment sympa l'aspect plus réparable, mais pareil, est-ce que c'est parce qu'il y a des pièces et des wrappers en plus que c'est plus réparable? Si on a entre deux connecteurs au sein du châssis, donc pas forcément la partie facile, un truc qui se met à péter, ben... Et puis bon, tout autant de connecteurs, c'est tout autant de chances d'avoir des faux contacts en plus, donc... Kellyannon, t'en as un. Si le whip répondait à cette question, go les DM Discord ou Twitter, please. Voilà, en tout cas, le projet ARA Rebirth. Je suis retombé il y a pas longtemps en petite veille de qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour faire the most out of notre infrastructure sur la manière que Datadog a géré la sécurité et le monitoring. Et je suis tombé, en fait, j'ai été abasourdi par cette liste de règles de vérification de tu t'es fait pas ton AWS, ton cloud, ton GCP, ton Elastic, ton GitHub, tes agents, ta prod, tout, en vrai tout, genre juste tout, ton Okta, ton Salesforce. Je trouve ça ouf à quel point ils jouent sur tous les fronts en restant relativement pertinent à mon sens, cher mais pertinent. Et donc voilà, ça me régale de voir un peu tout ce qui a été prévu à cet effet. Je m'attendais pas à voir un truc aussi étoffé. Ils ont lancé le produit, il me semble, il y a 1 ou 2 ans en General Availability, peut-être 1 an et demi. Dame. Ok, il y a du monde, mais Dame. Voilà, après, je serais curieux de voir si quand tu te mets à prendre... let's assume unlimited money, ok. Vas-y.
Si si tu mets toutes les features, si tu mets toutes les règles, si tu les mets pas toutes, faut fine-tune toi, c'est chiant. Ouais. Si tu les mets toutes, au début, on le sait que si t'as pas ça dès le début de ton infra, ça va être Ah un oui. sapin de Noël. Ah bah c'est ça, ouais, c'est Donc, full chacun de rouge voir- partout. Ouais, de ouf. Ah ouais. Plus tu détectes, plus ton infra, on te dit qu'elle est pas sécurisée. Alors que si tu détectes pas, ça va en vrai. Ça Puis tourne. en plus, tu vas faire genre des gros. Oh bah ça, c'est pas grave. Hop, slash ignore. Oh, il y a trop de rouge, slash ignore. Ouais, non mais. Ils seront jamais unignored. Exactement. Enfin bon, de toute façon, le jour où on aura la réponse entre accepter des faux positifs ou non au prix d'avoir trop de bruit ou pas, accepter des faux négatifs au prix d'avoir trop de bruit. Ouais. Bref. Et voilà, quoi. Je sais pas, ça me régale, juste la diversité des règles. Ouais, Incroyable. c'est énorme. Yeah. Autre petit article envoyé par un viewer dont j'ai perdu le pseudo parce que je note vraiment que les liens d'article, je suis désolé, mais vraiment, c'est adorable quand même. Sur l'optimisation des scripts Ansible parce qu'on nous voyait peiner sur un petit peu tout ce qu'on essayait de mettre en place pour la distro Ubuntu. Et merci, je l'ai lu, j'ai appris des trucs, j'ai kiffé. Et en effet, pour la plupart des playbooks, donc qui donnent le lab, il y a moyen d'optimiser des choses. Et en l'occurrence, ça donne un exemple d'Ansible relativement bien fait. Et on voit qu'il arrive à avoir quasiment un temps d'exécution divisé par... il montre vraiment toute la méthode, qu'est-ce qui est testé, qu'est-ce qui fonctionne pas, en particulier sur les options de SSH, sur la parallélisation, sur la manière de profiler. Très cool, sur est-ce qu'on gather les facts Ansible ou non pour voir tout le diff, ou est-ce qu'on se dit good enough, on le fait qu'une fois de temps en temps. Franchement, c'est intéressant. Mais il faut aussi se battre aux endroits où ça fait sens. Une distro, si c'est un système de prod qui va se faire provisionner plusieurs fois par jour, oui, il faut que ce soit opti, il faut que ce soit pas 32 workers parce que ça coûte de la thune, etc., etc. Mais si on est juste là à faire un setup d'une machine de temps en temps, ploum, on point slash, c'est censé tourner une demi-heure ou 2 heures sur le temps qu'il faut. Il me semble que pour le Ubuntu dans une VM c'était environ une demi-heure pour moi. Ouais, c'est ça, à peu près, ouais. En cloud, ça peut être moins si vous prenez une grosse machine, mais il y a des coûts en fait en temps qui sont de toute façon pas liés à Ansible. Faire un apt install avec 40 packages, faire un git clone de Varipo, faire le depacking de Papyrus, le thème de Regolith qui, pour on sait pas quoi, on sait pas quelle raison, a décidé de faire un algo de compression chelou qui prend pas de CPU mais qui prend du temps. Genre je pense qu'ils ont un slip dans leur algo de décompression. J'en sais rien. Toujours est-il, slow AF, mais c'est pas en optimisant Ansible qu'on optimisera cette partie-là. Donc pour moi, on n'a pas trop passé de temps sur l'optimisation, en tout cas sur la fiabilité, idempotence et faire en sorte que le résultat final soit agréable à utiliser, tout bêtement. Mais peut-être qu'un jour, s'il y a des PR qui ont envie de le faire, s'il y a des gens qui veulent comment dire, se le paloucher, précisons. Mais l'article était grave cool à lire, et donc si vous y en a qui font du Ansible au taf, c'est intéressant, prenez le temps de le lire. Sandra qui dit super cool, bien fini et c'est pas forcément plus cher, notamment si tu as acheté ton SSD et ta RAM sur Amazon, moins cher de ton côté. Ok, donc là on parle du laptop, ok. Donc juste un SSD et RAM acheté chez nous. Ouais, j'avoue, make sense, ouais. Je sais pas comment les pièces qui se pluguent dedans, si c'est juste un cache au-dessus de la RAM classique, ou si c'est... comment dire, si tu mets ta RAM dans le laptop, ou si tu mets ta RAM dans un adaptateur qui lui est celui qui est l'adaptateur de RAM. J'avoue. Je sais pas, j'en suis un plus à creuser. Comment c'était dans les vidéos. Alors, Imad qui dit, Imad je pense, sur une grosse infra, le déploiement d'un Datadog est limite un projet en lui-même. Oui, c'est pas limite, c'est un projet en lui-même, c'est des agents, c'est des systèmes de monitoring, c'est des extensions, c'est de la gestion des comptes, c'est de la gestion d'index, c'est du cloisonnement, c'est prendre la source au bon endroit, c'est faire un limiteur de remontée d'infos pour pas qu'il y ait de surcoût. Si Z, tu vois pas le Z, hein, un autre Z, tu vois cette vidéo, GG, pour carry notre infra. Tu as sur l'effet sapin de Noël, oui, néanmoins, normalement si tu es gros, le fine-tuning se fait. Oui, non, mais gros ou petit, le fine-tuning se fait, hein, dans tous les cas, mais c'est juste que c'est quand même clairement du temps, et c'est du temps qui n'est pas alloué à autre chose. Donc est-ce qu'on veut fine-tune l'observabilité? Est-ce qu'on veut essayer de prendre le temps en soi des chercheurs pour automatiser d'autres choses, soit le temps humain qu'un chasseur aurait pris pour payer un développeur ou un SRE pour faire de l'infra différemment? C'est un coût certain.
En parlant de Datadog, le retour, Kubernetes CVE Windows Common Injection Vulnerability. Des fois, je suis un peu naïf. Je me suis dit, Kubernetes, Techno Cloud, machin. Mais en fait, non. Kubernetes, Techno ce qu'on veut. Techno ce qu'on veut, ça tourne OK sur des Linux, mais rien n'empêche d'ajouter des nodes Windows à un truc Kubernetes. Donc il y a un kubelet agent pour Windows. C'est juste que je vois moyennement l'intérêt, si ce n'est avoir du microservice sur du Windows Server. Mais pourquoi vous faites ça? Ou si vous faites ça, pourquoi vous voulez le faire dans Cube? Mais pourquoi pas? Fair enough. Admettons. Et toujours est-il, ils ont sorti un article en trouvant une faille et ils donnent l'exemple, voilà, this is une common injection, vous connaissez, c'est du PHP, vous êtes familier avec ça. Cependant, ils ont fait la même en Golang avec du PowerShell dans l'agent kubelet. Ce qui fait que si tu es utilisateur et que tu as le droit de déployer un pod pour toi, le threat model là, c'est tu as le droit de faire un petit déploiement de un système ou de modifier un composant qui t'est déjà assisté. Tu peux demander de le modifier d'une manière à ce que tu déploies pas un nouveau pod, mais tu aies cette injection de commande qui est dans du YAML, donc juste un fichier, qui se fasse déplacer plus loin et qui trigger sur le kubelet de la machine. Le kubelet étant l'espèce de démon, ou en tout cas d'helper, qui fait que la node, donc la machine physique, va être attachée au cluster cube. Ce qui veut dire qu'elle gère plein d'opérations très sensibles, puisque c'est elle qui gère les containers Windows, je sais pas comment ça marche sur Windows, c'est elle qui gère tous les pods et leur contenu. Ce qui veut dire que là, en disant j'aimerais déployer cette petite chose, on finit par une injection en tant que workgroup system, pas plus. Ouais, c'est ça, en tant que voilà, autant pour moi. Full access to bad stuff as NT authority system. By design, je vois pas trop comment on pourrait faire un truc aussi invasif que kubelet ne pas tourner en root, ou en tout cas avec des capabilities vénères. Et du coup, il faut pas qu'il y ait de faille dedans, quoi. Genre, ou alors un système de broker qui fait des messages, un autre truc un peu plus sandboxé, mais complicado. Et un système agent broker, c'est vachement plus de taf aussi côté infra. Donc voilà, s'il y a du Windows, il y avait une faille qui fait qu'on pouvait juste déglinguer un node et donc choper les rôles de tous les pods, donc de tous les services accueillis par cette machine physique, et du coup aller faire des bêtises encore plus loin. Alors, Revert, tu ce qui dit hello, sorry for bothering you, I want to offer promotion on your channel viewers follower chatbot. Wow, the price is lower than any competitor. C'est un message, première fois. Bah non, merci. C'est ciao. Hello. Thanks, no, but happy you here. T'es trop gentil. Cœur. On enchaîne sur un article de Neolex qui est un régulier du stream, donc ça fait plaisir, je suis allé un peu fouiller, voilà. Et donc il fait du bug bounty, il avait trouvé il y a quelques temps une faille sur Evernote, et il y a un truc que j'ai bien aimé avec cette faille, c'est que c'est pas une faille trop compliquée, c'est tu te balades, tu crawls, tu vois que... ok. On se balade et on voit qu'il y a un bout de 64 qui se retrouve dans une URL, ok, qui une fois décodé est un pass de fichier, pourquoi pas, qui s'est amusé à modifier avec un petit hashtag des familles pour faire en sorte d'ignorer la fin. Donc un hashtag ou un slash point d'interrogation suivant les cas peut suffire, mais ça c'est censé ne pas être forward à la requête d'après, vu que c'est censé rester que côté front-end. Donc pour du web, un point d'interrogation aurait fait. Pour un fichier, le fait d'avoir ça... Est-ce que j'ai des bêtises? Bon, whatever de détail, ça permet de stripper la fin, faire en sorte que ce soit ignoré pour la partie web, pas pour la partie fichier, c'est ça. Sinon, le fichier va être fixé avec des points slash et espérer que ça truncate à un moment. Suivant la plème. Et du coup, en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait moyen de choper la donnée avec une SSRF full read, donc il a chopé des bouts de fichiers, la base, et des bouts de metadata Google pour son cas, mais ça pourrait être du AWS, ça pourrait être autre chose. Et une fois qu'on commence à toucher à la metadata, quel que soit le cloud provider, c'est le good stuff qui commence. Ça commence à passer de Pound applicatif à Pound Cloud et c'est chouette. Et donc voilà, 5000 en bounty pour ça. Nice. Et c'est sympa parce que c'est pas du full automatisé. C'est pas un rejeu de CVE, de quelque chose. C'est vraiment, tu sens qu'il y a eu un bout de crawl.
ou en tout cas de l'énumération. Il y a eu un bout de 64 trouvé, que ce soit en browser ou Burp qui lui a dit « Ah, là il est bas 64 », il a regardé, vu que c'était un bout de fichier, et il a dû le modifier. Ouais. J'ai oublié de préciser que file.js listait les fichiers dans le répertoire. Je sais pas quelle était la techno en back-end. What? Un file .// qui liste les fichiers, ça peut être plein de choses, mais j'aurais tendance à dire que c'est le plus courant en Java ou PHP. Node, Python et tout, ça n'a pas trop ce genre de behavior. En tout cas, bon, on pourrait demander à Evernote en quoi c'est fait, en espérant qu'il soit à peu près homogène, mais... Tout quoi, voilà. GG pour le report, GG pour avoir fait un article et d'avoir obtenu déjà la disclosure. Et GG pour la moula, évidemment. La moula. Évidemment. Alors, il y a eu un rant. Kelly Shortridge. Cybersecurity is une spéciale. Et concrètement, c'est un rant relativement long sur... on en fait trop, on dit que c'est plus complexe que les autres tafs, on dit que c'est plus... qu'on a des passes droits, qu'on peut faire pas comme les autres équipes, tout ça. Et en fait, je trouve le rant un peu violent. Genre vraiment, ça sert à rien de dire... pour cette spéciale, non, en fait, vous êtes les mêmes tocards que tout le monde. Moi, je trouve qu'en effet, on se prend clairement pour des spéciales Snowflake, alors que juste c'est un taf. Je vois la complexité de ce que font certains SRE, développeurs kernel, même développeurs applicatifs. Il y a certains trucs qui sont vraiment chiadés. Clairement, l'aspect on fait de la cyber, on est au-dessus ou on est différent, ça m'agace. On est juste des gens qui sont chauds dans ce qu'ils font, comme tous les gens qui sont chauds dans ce qu'ils font. Et voilà. With all due respect, je cherche encore le respect, du coup, de l'article, mais je suis quand même d'accord avec le propos, à quelques détails près. Il dit que, bien sûr, faut pas que l'équipe sécu devienne celle qui bloque les gens et qui empêche de faire ce qu'ils veulent. Oui, il faut donner du conseil, on n'est pas là pour guider, forcer la marche. Il y a certaines choses qu'on voit qui méritent un taquet de la même manière, pas parce qu'on est des sécu guys, de la même manière qu'un SRE qui voit quelqu'un faire un force purge sur master pour aller apply un truc qui n'a pas été testé. Non, il y a des trucs, des fois ça vaut des tatanes, et quand nous on voit un dev faire des horreurs, ou un SRE ou n'importe qui d'autre, ou même un autre gars en sécu, des fois ça vaut des tatanes. Donc ça voilà, ça peut embêter un petit peu, mais vraiment il advocate pour faire en sorte de s'intégrer le plus possible avec les infras, avec les workflows d'autres équipes, avec les modes de fonctionnement, et je suis totalement d'accord, parce que plus on est proche de ce que font les autres équipes, plus on se rend compte de ce qu'est leur quotidien, et plus on peut aider. Deuxième point, il dit que plus c'est compliqué, moins les gens vont le faire. Pareil, totalement d'accord. Si la sécu devient suffisamment entravante pour ralentir les projets et faire en sorte que les gens kiffent pas bosser parce qu'ils se prennent mur sur mur, c'est pas une bonne approche, c'est pas une solution viable. Parce que même si elle est viable techniquement, l'humain va dire c'est trop compliqué, passer à côté, et du coup elle aura servi à pas grand chose. Donc des fois ça vaut même pas le coup d'implémenter un truc trop drastique parce que ça va être contourné. Dommage. Et du coup, je m'oppose quand même à ce qu'il dit pour certaines choses. Il dit qu'il faut utiliser les mêmes outils que d'autres équipes pour traquer les files avancées, les choses comme ça. Non. Je pense que non. Il y a tout un tas de failles qui peuvent affecter l'infra et on va pas mettre le même accès ou la même visibilité à super, il faudrait faire en sorte de changer la bannière de telle couleur ou ajouter un peu de puissance de calcul au cluster si on utilise telle faille, d'un coup n'importe quel utilisateur non identifié peut se mettre à faire des bêtises parce que ça, si ça fuite, ça a un impact nettement plus élevé. Le reste, on sait que c'est une tâche de maintenance et c'est ok. Donc il y a quand même un juste milieu à avoir entre calmez-vous la sécu et voilà, il y a des vrais besoins métiers, mais comme dans tous les métiers, pas spécifiques à la sécu. Enfin, spécifiques à la sécu, mais pas parce qu'on est des snowflakes, juste parce que chaque métier ses besoins. Alors, on enchaîne sur une tasse de café que je connaissais pas du tout, qui parle de micro-VM avec Firecracker. Donc, made in Quentin Joly, et pour le coup, c'est vraiment l'un des derniers articles de l'année. Ça m'a régalé parce que ça explique un petit peu comment les cloud providers font pour faire un système de VM qui boot comme ça en quelques millisecondes, et il insiste dessus, qui peuvent se faire provisionner, gérer en avance, un peu booter et configurer à la volée suivant les besoins. Et il explique le système de KVM, le système de droit, le système de... Tu peux avoir du Firecracker en rootless si tu as les bons devices qui sont partagés. Chose qui m'a
qui me laisse perplexe, parce que démarrer une VM dans laquelle on peut mount des accès, si on lui donne l'accès au device KVM, ben, je veux dire, même si l'outil est pas root, si l'outil a le droit de faire des choses qui affectent le file system sous-jacent, Oui. pas sous-jacent, voilà, Oui. quelques curiosités, mais en tout cas, point de vue fonctionnement, il explique bien que on peut faire ça de plein de manières, mais le fait qu'il préfère lui, c'est faire une socket par instance de Firecracker qui va derrière démarrer la micro VM, donc ultra léger avec des file systems tout packagés pour que ça démarre très vite. Il explique comment recompiler son kernel et tout, parce qu'avoir un truc récent tant qu'à faire, ça fait plaisir. C'est non lié à Firecracker, micro VM, mais pourquoi pas. Et voilà, il montre que ça marche, que c'est efficace, comment les déployer dans un système, soit QEMU pour tester, soit le débugger, soit une manière de préparer le file system avant d'aller le plaquer sur la machine finale. Et donc voilà, on se dit que, enfin je sais pas vous, mais moi en voyant tout ça, surtout en voyant cette partie-là qui m'angoisse, la partie réseau, règles, faille pétable, je suis une quiche. Bref, ça va. Non, ça va, IP-table, ça commence à me saouler un peu. Toujours est-il, il explique un peu ce qu'on fait, comment on peut parler des VM, faire du réseau également. Et l'outil a l'air incroyable. Faire des VM un peu plus légères que des containers, beaucoup plus rapides à booter que des containers, et qui ont quand même les avantages d'une vraie VM, donc avec chacun son kernel et pas de soucis lors de l'exploitation du kernel. Ça me chauffe. Mais le taf... Oui. Donc voilà, je vais peut-être creuser un peu pour voir s'il y a pas... Le taf est ouf. Enfin, l'article est vraiment énervé. Hein. Ouais, l'article est ouf point de vue infra et fonctionnement, mais entre l'accès au dev KVM au début pour pas avoir besoin de route, qui au final, à mon sens, je ne l'affirme pas, mais je pense, implique le même niveau de sécurité absent si tu peux l'utiliser sans route, et ZIS. La socket permet de contrôler le Firecracker. Il montre comment exposer la socket en TCP, mais sans dire comment on met un mot de passe, comment on met du TLS pour ne pas pouvoir s'y connecter ou observer ce qui se passe dedans. Donc j'étais nice. Angoisse. C'est vraiment le début d'un challenge, mais c'est nice quand même. L'article est cool et chaud d'avoir des rétextes aussi là-dessus, ou s'il y en a qui ont un système d'interface graphique pour manager le micro VM, ça peut être chouette. On enchaîne, il en reste plus beaucoup, tenez bon. Sur Google's Response qui parle de la responsable disclosure de Reptar, qui était une faille CPU qui permettait de faire au choix un DOS ou de l'infolique, ou potentiellement d'écraser le programme counter et donc faire l'exécution de shellcode et donc de commandes. Ils expliquent qu'ils n'ont pas forcément de POC pour la partie la plus violente. En même temps, affirmer qu'il y a un POC, ça fait que plein de gens voudraient se chauffer à le faire. Donc, je sais pas à quel point ils ont vu, pas vu. Ils expliquent bien que chez eux, le process, c'est 90 jours, le classique, on connaît, beaucoup de gens appliquent ça, qui se repose sur Traffic Light Protocol pour qui a le droit d'accéder à quel type d'information. En l'occurrence, une faille aussi critique, il me semble qu'il donnait le CVSS d'être un 8.8, donc relativement violent. Et là, on parle de « Bonjour, j'ai du JS ou du code qui tourne sur une machine, pensez même nos navigateurs, ou un cloud partagé, on est côté CPU, donc les containers, les firecrackers, les VM, les CubeOS, les hyperviseurs, tout ça, ça dégage, on lit niveau CPU, on lit tout. Donc on va mettre une machine, une droplet, une EC2 ou un Google Compute, ce que vous voulez, quelque part, on chope les clés, les secrets, ou en tout cas un moyen de péter l'hyperviseur, ou même on lit juste la mémoire des concurrents, voilà, pas de problème. Pas de problème. Et du coup, ils expliquent un peu qu'ils se sont débrouillés pour faire la découverte en interne, certes, point de départ. Quel est l'impact? Communication avec les vendors, bien sûr, en parallèle. Microcode qui a été obtenu pour pouvoir donc mettre à jour côté implémentation CPU, comment ça fonctionne et bloquer cette faille. Le test, le fait de le broadcast à tous ceux qui en ont besoin, et ensuite mettre à jour leur device à eux, en parallèle des autres, hein, bien sûr, et puis la véritable disclose. En gros, qu'est-ce qui était impacté? Tout ce qui avait un Pro Core Intel, donc beaucoup de choses. Je sais pas à quel point... tu vois, ils mettent que GCE pour Google Cloud. Je sais pas si c'était un processeur très spécifique ou plus.
parce que je trouve ça bizarre qu'il y ait pas genre la Terre entière impactée. Donc on les explique le système de même peu importe où t'es, tu peux l'avoir. Petite explication ils utilisent le système de Incident Commander Prix de la partie pompier, de la partie gestion d'incidents pour des sites sensibles. Faut pas ce serait l'équivalent Cveso quoi. Voilà, Firefighter and Medics. S'il y a des incidents dans des lieux vraiment touchy, il y a quelqu'un qui handle des thématiques prédéterminés et des gens qui sont calés sur ces sujets avec des backups pour pouvoir redonder, se remplacer si la cellule de crise dure longtemps, etc. Donc assez cool, et bien sûr ils disent on aurait pu désactiver la feature vulnérable mais ça allait tellement niquer les perfs de tout le monde qu'on l'a pas fait. Donc on a attendu le microcode, même si en temporaire on avait commencé à regarder ce qu'on pouvait faire. Et à la Google Grand Prince, soit on faisait une mise à jour BIOS compliquée pour mettre à jour le Proco, soit on va modifier le code du Proco côté microcode sans éteindre la machine. Et tu fais oui. Nous on en est à faire des apt install reboot. Eux ils changent le microcode du CPU. Pas de problème. Ils ont essayé de faire un peu ce qu'ils pouvaient pour faire des IOC, des choses comme ça, mais côté CPU c'est assez dur à trouver. Et là, les conséquences, c'est soit un crash, mais tu t'en rends compte quand ça crash, soit une injection de code, et c'est tellement le truc à détecter en premier que tu es censé pouvoir faire exécution de code. Ou memory leak, mais c'est relativement dur à détecter dans des cas particuliers. Je sais pas, on n'a pas le détail sur celle-là. Bien sûr, security bulletin, CVE, etc., et les sources. Donc voilà, une fois de plus, moi c'est le même type de qualité rédactionnelle que Cloudflare, c'est vraiment du gros détail de comment ça marche dans les grosses boîtes pour avoir un process rodé et être ouvert vis-à-vis des clients et chercheurs. Donc that's nice. Petit article, Scientia. Alors si on va vraiment en vitesse, leur conclusion c'est que il y a 2 ans, ils ont commencé à monitorer Twitter parce qu'ils avaient envie de voir ce qui se passe côté flux de CVE. Est-ce que quand on parle beaucoup d'une faille, ça veut dire qu'elle fait du dégât ou qu'elle est juste drôle ou nulle ou autre. Bref, ils ont commencé à agréger des données pour faire une espèce de threat intel. Et cool, il se passe des choses, les graphes montrent qu'il y a un peu le côté week-end semaine, mais ça va. Ils matchent principalement les termes liés au CVE parce que c'est les plus simples à catch avec du working, même sur Twitter. Et donc, ils s'attendaient à avoir ce type de couple, et que ça se répète. Cependant, Musk, Twitter, qui coupe les accès, qui devient payant, le retour des spammers et j'en passe. Bon, clairement, Musk, don't remove my account Twitter, please, I need it. X, I mean. But le Twitter InfoSec a pris une sacrée claque. Et donc, il parle de ça à l'époque de juillet. Il me semble qu'il avait dit... Voilà. Where does the death of InfoSec Twitter happen? Best estimate is around end of April ou mai 2024, I guess. Ou pas. Non, voilà, avril. Ouais, non. Avril, mai. Ouais, début avril-mai, donc c'était 2023, autant pour moi. Quand il y a eu pas mal de trucs. Et ensuite, ils ont parlé de Meta qui démarrerait dans juillet 2023. Bon, on le sait que c'est la cata, que c'est géré de manière originale, que les employés en ont empathie, que la boîte en a... Je sais pas, en apathie. Ils ont pris cher, ils ont pris tarif. Et du coup, nous aussi, utilisateurs de la plateforme, tristesse. Et du coup, la tristesse, par-dessus la tristesse, c'est que vu que les données sont devenues payantes, relativement chères, payantes, et que ils ont pas envie de se ruiner pour observer une communauté qui est déjà en train de mourir. Fin de l'étude. Donc voilà, c'est l'article de la tristesse. Celui-là je l'ai depuis longtemps, mais je le postpone parce que je voulais le bon moment, et là j'ai trouvé ça assez sympa de le ressortir. Un outil qui permet de faire... Pas d'outil, pas du tout. Une étude, il y aura l'outil dont on va parler après, qui compare les différents types les différents moyens, les différents outils pour lire dans un fichier, la manière de le faire, que ce soit par char, ligne, bloc de mémoire, que ce soit paralysé ou non, que ce soit avec un accès vanilla ou une lib, et après on peut toujours aller plus loin avec des file systems spécifiques, redondés, paralysés, etc. Et la manière de le diagnostiquer avec Hyperfine, et donc il explique que soit on va lire un fichier, le classique vraiment string in memory, soit
on peut essayer d'utiliser IORead, qui va tout lire dans un gros buffer et le plaquer. Soit on peut faire du block read, qui va pouvoir commencer à gérer des blocs de 8 mégas, mais un peu pipeliner le tout. Soit un système de buffer vraiment optimisé qui va faire la même chose avec la taille de bloc plus ça. Et buffer plus bloc plus thread, il y a moyen d'avoir une vitesse pas mal. Et là où c'est sympa, c'est que les gains vont quand même de 1,7 secondes à 128 millisecondes. Ah oui. Donc, on parle de 1,7, yes, mes IP internes. On parle de BC-L 1.724. Pas du tout, c'est pas dans ce sens-là. Ça marche. Et donc, 128 divisé par ça. Non, là, du coup, c'est pas dans ce sens-là. C'est compliqué. Oh là, c'est compliqué. Une journée. Voilà, on parle quand même d'un facteur 13,5 entre les deux. Imaginez si tous les greps que vous faites prenaient ne serait-ce que un dixième du temps. Ouais. C'est nice. Ça serait cool. Bon, bien sûr, il y a des outils qui essaient de bénéficier de ça, mais il y a trop de moments où c'est assez sympa, utile d'avoir un truc vraiment qui patate. Et là, on parle de lecture, mais c'est relativement la même chose pour de l'écriture. Donc voilà, peut-être que plutôt que d'optimiser un playbook Ansible, on pourrait voir s'il n'y a pas moyen de optimiser les programmes qui sont utilisés le plus souvent pour avoir un impact. Ça se trouve pas du tout, ça se trouve c'est pas du tout petit, mais bon. J'ai pas checké, j'ai pas fait d'ordre de grandeur. Et donc il explique quand même dans l'article précédent qu'il utilise Hyperfine pour faire le profiling des outils et voir un peu comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer tout ça. Donc là c'est le temps pour des exécutions, les moyennes, les latences. Et ça marche super bien. Si vous développez des outils en CLI, mesurer le temps de boot pour que ce soit agréable à utiliser, ça se fait. Mesurer le temps d'exécution pour des requêtes un peu longues, ça se fait. On a essayé d'ailleurs de faire ça un peu à l'époque avec Bypass URL Parser pour le rendre réactif. Et on se rend compte qu'en fait, notre temps il était perdu en réseau, donc on a mis 3 options, mais on veut quand même que ce soit des requêtes indépendantes pour détecter ce qu'on veut. Donc, best effort, mais voilà, en tout cas, il y a plein de moyens de benchmarker ça. Et les on-cloud, on était dessus tout à l'heure. Ouais. Et ça m'a été partagé. C'est l'image de fin qui m'a massacré. Donc déjà, l'univers Kubernetes a évolué à une vitesse assez vénère. Ils font une petite description de tout ce qu'on peut trouver dans ce genre d'univers, à quel point c'est en trend up, en trend descendant, donc savoir si on veut l'adopter ou non, ce qui est un choix pour la longévité de ce qu'on utilise, quoi. Donc il y a aussi bien, il me semble, les nombres de téléchargements que l'activité, enfin voilà, l'activité et l'état de santé du projet, combien de commits il y a eu récemment, etc. Et ce qui m'a régalé, c'est pour Bernstein. Si tu nous regardes, une page Wasm and Cloud Native, il y a plein de trucs, voilà. Peut-être un jour on fera un EP sur ça, qui sait. Voilà, c'est tout pour nous. Comme d'hab, je le répète, malheureusement François ne pourra pas être là le 9 et il y aura pas mal de streamers des épisodes passés. Il y a des rumps, si vous voulez faire des rumps, venez. Merci de nous avoir accompagnés sur cette veille techno. Merci François de ta compagnie également. Merci à toi pour l'invite, comme d'habitude. Désolé de toujours tirer dans les pattes quand tu prends des articles et que je dis ah non, celui-là il faut... Non, tranquille. Anyway, portez-vous bien, passez un très bon début d'année, pensez à boire de l'eau s'il n'est jamais trop tard. Tout à fait, l'eau c'est très bien en vrai. C'est génial. On oublie ça pendant les fêtes. Ouais. C'est ça, et potentiellement on se voit le 9 pour tous ceux qui seront motivés. Des bisous et c'est coupé. Ciao. Bam, bis. Bis.